40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il y a des sons qui font du bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais derrière nous, un brouhaha qui nous avait manqué. Il y a du monde. On est à Vivatech, 40 nuances de Next, Fit Vivatech. C'est une première, et c'est donc un premier événement depuis très longtemps dans notre vie entrepreneuriale. Un événement qui a l'habitude depuis des années, plusieurs éditions, de nous mettre la tête dans les étoiles. Et c'est pour ça qu'on voulait vous amener avec nous dans les étoiles, avec un invité qu'on pourrait presque qualifier d'OVNI du Next 40, Alexandre Tisserand, président de Kineis. Bonjour. Bonjour. On reviendra sur le pourquoi OVNI du Next 40. On a l'habitude d'entendre une voix sur 40 nuances de Next, c'est celle de mon compère Olivier Mathieu qui malheureusement ne pouvait se rendre présent à cette date et cette heure précise sur Vivatech, mais on va avoir le plaisir d'avoir des remplaçants qui montent sur le terrain, des remplaçants dont vous avez peut-être déjà entendu la voix si vous êtes des habitués de 40 nuances de Next, avec Laurent Garret. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Valérie Spies. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes respectivement CEO et CCO chez Neuflize OBC, un de nos partenaires principaux avec Madines, La Tribune, France Digital et la French Tech. Alors, merci d'être là déjà tous les deux. C'est une première pour nous trois. C'est une première à Vivatech et c'est une première avec notre ami Alexandre. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Je prends l'OVNI comme un compliment. Oui, alors pourquoi OVNI? C'est à vous de me le dire, mais on pourrait quand même dire que effectivement, Kineis, alors d'une part, on a la tête dans les étoiles et on fait des projets qui ont trait un petit peu à cet univers spatial, et d'autre part, parce que c'est vrai que en tant que start-up, on est parfois considéré pas complètement comme une start-up. Nous-mêmes, on n'en sait jamais complètement, donc on a un objet hybride. Et c'est quelque chose qu'on aime bien et que j'aime bien de manière générale, c'est de ne pas être dans une case définie, mais d'être un peu à la frontière. On aime bien brouiller les cartes, on aime bien jouer. Est-ce que toi-même, personnellement, tu es un ovni parmi les entrepreneurs du Next 40 ? Je ne sais pas, j'ai pas complètement fait l'analyse de tous les parcours des entrepreneurs du Next 40. À vous de me dire. Alors, tu es passé par des ministères ? C'est vrai, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé pour Bercy. Avec Axelle Lemaire ? Avec Axelle Lemaire notamment. Avant elle, j'ai travaillé plutôt dans le grand paquebot que vous voyez au-dessus de la Seine, là, à la direction du budget, donc pour gérer les deniers de l'État. Et notamment dans le domaine du numérique, quand il y avait le plan très haut débit. Tu avais travaillé sur la loi publique numérique. Et voilà, et ça chez Axelle Lemaire, donc je suis occupé beaucoup et très tardivement dans la nuit souvent pour œuvrer, pour mettre en place, faire voter et mettre en place la loi pour une république numérique, qui était de notre point de vue un beau succès. Valérie. Alors Alexandre, comment on passe du côté obscur de ce monde du ministère vers le monde de l'entrepreneur ? C'est un choc frontal. Et alors, je ne sais pas si c'est obscur, parce que c'est quand même très très lumineux en réalité. Les bureaux sont très hauts et les gens sont vraiment très enthousiastes. Et alors, comment on passe de là ? Bon, alors d'une part, dans cet environnement de cabinet ministériel, on croise énormément de gens, d'entrepreneurs, de la sphère du numérique précisément parce que c'était son portefeuille, celui du numérique. Moi-même, j'ai été passé 2 ans à San Francisco il y a une dizaine d'années pour faire une petite expérience start-up là-bas, j'ai beaucoup appris, entre autres des expériences ministérielles. Voilà. Et après, c'est les opportunités, c'est les bons alignements de planète, comme je disais tout à l'heure, pour rester dans la thématique, qui ont permis ça.
Oui, Alexandre, comme je sais que tu es de Toulouse, tu travailles à Toulouse, donc tu es le petit frère ou le cousin de Thomas Pesquet, je peux imaginer. J'ai entendu Jean-Yves Le Gall dire qu'avec Kineis, le New Space français est une réalité, donc c'est un beau compliment, je pense. On rentre dans la Space Tech. Et la question que j'aurais pour toi, c'est avec la mise en orbite de cette première constellation de nano-satellites pour les objets, l'Internet de l'objet, qu'est-ce que ça va avoir comme impact écologique, économique aussi? Parce que je sais que la conquête de l'espace, tout le monde se met dessus, on voit SpaceX aussi, donc tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, et non, mais c'est vrai qu'on a avec ce projet-là enfin une ambition de rentrer dans une nouvelle étape des technologies spatiales. Et alors vraiment, moi j'espère que Kineis c'est juste le premier d'une longue série. Il y a plein de boîtes, notamment une ou deux qui sont sur Vivatech ici, comme Exotrail qui fait de la propulsion pour nanosatellites justement, qui est une boîte super tech et super dynamique. Donc ce spatial-là, on a mis un peu de temps à y venir en Europe pour plein de raisons, mais c'est un peu les mêmes que celles sur le numérique. On cherche aussi un peu notre modèle, ce qui est bien aussi d'une certaine manière. Et donc là, on rentre un peu dans le concret et c'est super. Donc on va tirer aussi un peu une filière française et européenne sur la partie nanosatellite, parce que nous, on va être vraiment sur l'applicatif. On est opérateur télécom, donc on vend des abonnements data pour connecter les objets, et la data passe par satellite au lieu de passer par le sol. Mais derrière, ce qui se joue aussi, en fait, c'est toute une filière industrielle qui se crée, en fait, et ça c'est super enthousiasmant. Il y a plein de nouvelles boîtes et des boîtes historiques qu'on mobilise, comme Thales Alenia Space, comme Emeria, qui est une PME toulousaine qui est en train de bien grossir, qui est une belle pépite. Et puis il y a plein de nouvelles petites startups qui un petit peu voient le jour. Et je pense que Kineis a permis aussi une forme de déclencheur en disant ok, en fait c'est possible. Je ne veux pas m'attribuer leur réussite parce que vraiment j'y suis pour rien, mais là je peux que remercier à la fois notre ambition, mais surtout le CNES et tous nos partenaires, tous nos investisseurs qui ont cru au projet et qui ont fait que du coup c'est un effet d'entraînement à mon sens, un peu comme la French Tech, un effet d'entraînement chez l'entrepreneur. Ça met en lumière des gens et on se dit tiens, oui en fait c'est possible, tiens je vais essayer de faire quelque chose. Alors on a parlé de la Space Tech, on va essayer de comprendre plus précisément peut-être pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Kineis, même si on a beaucoup parlé de vous avec une grosse levée de fonds il y a quelques temps. On va en parler juste après ce jingle. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. Alors, mon compère Olivier Mathieu n'est pas là, mais pourtant on échange et il a l'habitude de dresser un portrait de notre invité, surtout de l'entreprise pour essayer de mieux la cerner. Alors évidemment, sens-toi libre d'ajouter, compléter, amender toutes les informations que je vais livrer en son nom. Et d'ailleurs, il y a pas mal de bullet points, donc il est possible que je ne saisisse pas tout. J'espère qu'Olivier ne m'en voudra pas. Donc créé en 2018 à Toulouse, une levée de fonds record de 100 millions en euros. Souvent, on parle de levée de fonds en dollars, ça fait toujours plus. Là, on parle de 100 millions d'euros. Ça, c'était en 2020, avec des investisseurs à la fois publics et privés. On parle de BPI France, d'entreprises de l'industrie spatiale française, CLS, Thales, Emeria. On parle du CNES, de l'Ifremer, donc des beaux noms. Le projet, c'est de lancer la première constellation européenne de nanosatellites pour objets connectés. Évidemment, tu pourrais nous en dire plus. Il y a un partenariat Argos, donc les fameuses balises. Et là, je pense qu'on va creuser aussi un peu plus de comment ça se passe, comment tout ça s'est concrétisé. Concrètement, des nanosatellites. Alors, je crois qu'on parle de satellites de 25 kilos. C'est ça. Donc, c'est nano, mais un peu gros. Des gros nanos. C'est une grosse boîte à chaussures. Elles sont denses. Et évidemment, pas des chaussures dedans. Un objectif écologique, Laurent en a parlé, affirmé, contre les débris en fin de vie. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'espace. Des partenariats annoncés avec Bouygues Télécom, Suez, car Kinesis se positionne en opérateur de nouvelle génération à partir de l'espace. Le New Space, celui de la miniaturisation. Pardonnez-moi, je lis en même temps les notes d'Olivier. Et un objectif 2022 avec le déploiement de la constellation. Eh ben c'est pas mal, c'est un bon panorama.
Donc effectivement, Kineis, c'est un opérateur satellitaire et fournisseur de connectivité globale pour l'Internet des objets. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à nos 8 satellites qui sont déjà en orbite et les 25 donc nanosatellites qu'on envoie en fin 2022, début 2023, on peut connecter n'importe quel objet sur n'importe quel point du globe, donc d'un pôle à un autre, les airs, les océans, même vraiment partout, pour remonter, le localiser d'une part, et d'autre part remonter toutes les données que le capteur dans l'objet veut bien transmettre. Donc ça va être historiquement des animaux, comme je disais tout à l'heure, pour la science, pour l'environnement, pour étudier les trajectoires des migrations animales. Ça va être des bateaux de pêche pour vérifier qu'ils ne vont pas dans les zones de pêche illégales ou détecter des comportements suspects. Ça va être la logistique, ça va être l'agriculture, etc., etc. Quand on parle de ça, qui paye aujourd'hui? Le client. Non, évidemment, alors c'est toujours mieux. Mais tu me parlais des migrations des animaux, ouais, ça intéresse, ouais. J'imagine, plutôt des acteurs du secteur public. Ouais, c'est là d'où on vient. Ouais. C'est là d'où on vient et on diversifie vers beaucoup plus d'acteurs économiques, notamment parce que avec l'ambition de Kineis, on vient, ce qu'on appelle démocratiser l'accès à la connectivité, mais en tout cas, on vient vraiment réduire le coût de cette connectivité-là, à la fois sur le hardware et la connectivité. Donc là où avant vous avez une balise Argos qui, pour quelques usages précis, était de la super technologie et toujours d'ailleurs, mais pouvait atteindre le millier d'euros, voire plus pièce, plus une connectivité qui pouvait être à plusieurs centaines d'euros par mois. Là, on vient vraiment diviser ça par 10 voire 50, puisqu'on va avoir des targets de prix pour les terminaux, les balises, qui va être quelques dizaines d'euros, c'est ça, et la connectivité qui va être plutôt de l'ordre de quelques euros par mois. Donc du coup, on va pouvoir atteindre des marchés qui étaient jusque-là pas du tout accessibles, parce que le prix avait justement aucun intérêt pour ça, quoi. Laurent? Oui, je veux savoir, est-ce qu'il y a un benchmark, enfin peut-être pas un benchmark, mais est-ce qu'il y a des concurrents aux US notamment? Il y a déjà des développements qui se font, parce que est-ce que vous avez regardé ce qu'ils font et vous êtes en avance? Est-ce que la SpaceTech française est vraiment en avance par rapport au reste du monde? En tout cas, sur notre secteur, on est les seuls à avoir levé ce qu'il fallait pour financer complètement notre projet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des constellations pour l'Internet des objets. Je sais pas, il y a 30 projets dans le monde qui existent. Il y en a déjà plusieurs qui sont morts. Oui. Il y en a quelques-uns, mais qui comptent sur les doigts d'une main, qui ont lancé 1 ou 2 ou peut-être 3 satellites, dont parmi eux des qui ne marchent pas du tout. Quand tu dis qu'ils sont morts, pour pousser la question de Laurent, ils sont morts pourquoi? Parce que pas assez de fonds, parce que la techno était pas bonne? Ils n'ont pas levé et comme c'est pour lancer les satellites, même si avec la miniaturisation, la baisse des coûts d'accès à l'espace, c'est beaucoup moins cher qu'avant, voilà, on a levé 100 millions d'euros et on va les utiliser, quoi. Et donc et pas juste pour venir à Vivatech. C'est que la technologie était meilleure, vous avez convaincu. Et oui, voilà. Et puis alors, on a convaincu et il y a plusieurs raisons à ça. La première, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, mais en tout cas, une d'elles, c'est qu'on a déjà du business, c'est-à-dire qu'on a déjà 8 satellites qui volent. Ça, c'est les satellites hérités du système Argos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Kineis qui est l'opérateur exclusif du système Argos. Donc on a ces satellites-là qui fonctionnent. Ça, c'était CLS au départ? C'était CLS depuis les années 80 et on a fait le transfert en 2019. On a fait techniquement un apport partiel d'actifs à Kineis. Du coup, on a signé une convention avec le CNES, etc. Enfin, bon, on est vraiment devenu l'opérateur, ce qui permet du coup à CLS d'ailleurs de se concentrer sur son business model central, à savoir les services à valeur ajoutée sur la donnée. Là où Argos était leur point de départ dans les années 80, c'était plus de 10% de son chiffre d'affaires il y a encore quelques années, quoi. Donc, du coup, voilà, il sépare la métier opérateur hardware du software, et nous on récupère ça. Donc on a ces 8 satellites-là, on a du business. Donc on a quelque chose à montrer, on a quelque chose on a une techno qui vole, et dans le spatial, c'est le seul vrai critère au départ, c'est que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est comme dans le software, il faut que vous fassiez une démo, mais bon, des fois vous pouvez faker un peu les démos, etc. Dans le spatial, vous pouvez pas, ça part et ça marche ou ça marche pas. Et c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le faire, donc c'est vraiment l'itération hardware qui déjà en soi est compliquée. Moi, quand j'étais à San Francisco, on faisait du hardware électronique sur des PC. Bon, l'itération, c'est pas je recompile, j'appuie et je vois si ça marche. C'est plusieurs semaines. Mais là, c'est plus que ça, c'est plusieurs mois parce que vous refaites le hardware, vous le lancez, etc. On va continuer de balayer le marché avec une question de notre partenaire à la tribune, Philippe Mabi, le directeur de la rédaction. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Alexandre, la stratégie de Kineis, si je comprends bien, ressemble un peu à celle de Elon Musk avec Starlink. Alors, vous pourriez nous expliquer qu'il y a pas mal de différences, effectivement, entre le débit, notamment, qui est beaucoup
beaucoup plus élevé pour le projet d'Elon Musk et peut-être beaucoup plus intrusif pour l'environnement spatial que le vôtre. Mais ce que je voudrais, c'est peut-être que vous nous donniez votre vision de l'évolution du marché des télécommunications par satellite à un horizon de 10 ans, si on se projette en 2030, et quelle peut être son utilité pour la planète. Merci. Merci pour la question. Alors à 10 ans, je suis bien incapable de dire dans quel sens ça évolue, parce qu'à 10 ans, ça ne savait absolument pas où on serait. Malgré tout, alors pour répondre au début sur la différence Starlink-Kinéis, je prends encore comme un compliment la comparaison avec les US, mais on n'est pas sur le même segment. C'est-à-dire que c'est un peu la même comparaison qu'on va faire entre les réseaux bas débit terrestres comme LoRa, NB-IoT ou d'autres, hein, et des réseaux télécoms classiques 2G, 3G, 4G. Voilà. Et la différence, elle va se faire effectivement dans le débit. Donc sur les réseaux Starlink, on est sur du broadband, OneWeb, on est sur du broadband. Donc on va être sur l'équivalent 3G au 4G, quelques mégabits par seconde. Et nous, on va être vraiment sur les objets connectés, donc des très petits messages. Alors souvent on dit oui, mais du coup, qui peut le plus, peut le moins. Et en fait, oui, mais non, parce que tout va se jouer dans le terminal. Et à la fin, le client, c'est d'ailleurs que ce qu'il voit. Le client, il voit un terminal, une donnée, peu importe par où ça passe. Et pour vous connecter à Starlink, vous allez avoir besoin d'un terminal qui fait la taille d'une feuille A4, qui doit être alimenté en énergie et qui va avoir un bon débit. Et nous, on va avoir des... Et donc, c'est très bien, mais du coup, ça passe pas sur un coucou ou sur un ours polaire. À l'inverse, nous, on va avoir des petits objets qui sont donc le plus miniaturisés possible. La petite balise Argos, aujourd'hui, elle fait 3,5 grammes, elle fait 2 cm avec des petits panneaux solaires. Bijou de technologie. Et c'est des objets qui vont avoir une autonomie qui est très longue, donc c'est plusieurs mois et même plusieurs années, donc vraiment comme l'IoT terrestre. Et donc c'est vraiment ça la différence de positionnement qui nous permet de considérer qu'on aura du business et que Starlink ne va pas tout nous manger. Alors justement, parlons business, est-ce qu'on est capable d'évaluer la taille de ce marché ? Comme tu le dis, tu ne sais pas exactement ce que ce sera dans 10 ans. J'imagine à la fois côté usage, mais peut-être aussi côté techno. Est-ce que malgré tout, pour aller lever 100 millions, j'imagine qu'on n'arrive pas avec une feuille blanche ? Non, effectivement. Alors nous, on est arrivé avec et c'est ce qu'on fait, avec un projet qui, d'une part d'une techno qui existe, qu'on améliore beaucoup quand même, hein, mais qui part d'une techno qui existe et un business qui existe. Et donc, on présente une évolution des différents secteurs qu'on peut atteindre et avec des marchés qui sont plus ou moins matures hein, selon les verticales. C'est une des difficultés du projet. Et effectivement, en parallèle, la techno bouge énormément. Enfin, dans les télécoms, ça a toujours été le cas, mais ça continue d'être le cas. Et donc, dès maintenant, en fait, on fait des études. On a une ou deux personnes qui regardent très activement et qui s'investissent un peu dans qu'est-ce que ça sera la V2. Est-ce qu'on reste sur les mêmes bandes de fréquences, sur les bandes de fréquences Argos historiques, qui est un peu le nerf de la guerre, hein, les fréquences, et d'ailleurs les opérateurs télécoms le savent, vu ce qu'ils ont mis au pot pour pouvoir y accéder. Et donc quelles seront les bonnes fréquences, quelles seront les bonnes technos, quels seront les bons protocoles qui marchent dans le spatial, sachant qu'il y a plein de contraintes techniques qui sont différentes dans le spatial que sur le terrestre. Et donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus, au 3GPP, donc l'instance de normalisation des télécoms, et ailleurs. Et il y a plein de choses qui sont testées. Donc nous, on sait qu'on a un business qu'on peut développer, et donc c'est ce qu'on fait là, mais on sait qu'on ne va pas juste se poser sur notre chaise jusqu'en 2030, qui est un peu la fin de la constellation. On sait qu'avant ça, il va falloir qu'on réfléchisse à autre chose, et qui va être très probablement autre chose que la même chose, mais pour moins cher. Voilà. Pour compléter sur le projet, pour revenir aussi au succès de ta levée de fonds, est-ce que tu penses que justement cette approche aussi novatrice, environnementale, que tu inclus complètement dans ton projet, a fait la différence par rapport aux investisseurs ? Est-ce que c'est ce qui a été justement un déclencheur pour eux de leur envie de te rejoindre dans ce projet ? Ça a été nécessaire, et de toute façon, vu d'où on vient, du CLS et les gens qu'on recrute, du spatial, il y a vraiment cet ADN qui est là. De toute façon, même pour recruter des gens pertinents, on n'a pas d'autre choix. Et même plus que ça, pas plus que ça, mais aussi, je parlais des fréquences tout à l'heure, on est tenu sur une partie d'entre elles d'avoir des usages liés à l'environnement, parce que c'est construit comme ça dans la réglementation, etc. Ce qui nous va bien. On n'a pas que ça. C'est quoi des usages liés à l'environnement ? C'est ce que je disais sur les animaux, les mouvements sur la pêche, même localiser des conteneurs, etc. Ça, c'est des choses qui doivent contribuer à ça. Et on va pas s'amuser, suivre son chien ou son chat, c'est pas quelque chose qui forcément contribue à l'environnement. Et donc, typiquement, on va pas se positionner là-dessus, par exemple. Ni sur le cartable de vos enfants, ni ça. C'est sujet éthique. Mais... Alors, on parle de la finalité écologique, et puis après, il y a le très concret de l'écologie. Je ne sais pas si on peut le lier directement, mais quand même, dans l'espace, il y a aussi des déchets. C'est vrai qu'on ne les voit pas.
Mais du coup, je te propose de poursuivre la discussion sur ce sujet avec une question de notre partenaire Madines et sa journaliste Anne Taffin. Vous avez un message. Bonjour, vous avez exprimé l'an dernier votre ambition de lancer la première constellation européenne de nanosatellites pour l'IoT. Des milliers de débris sont déjà en orbite et contribuent à la pollution spatiale que nous connaissons. Quelle fin imaginez-vous pour vos produits ? Oui, c'est une très bonne question, parce que l'écologie spatiale, on en parlait encore tout à l'heure, c'est un sujet majeur. Donc, il y a plusieurs choses. Nous, on lance donc ils sont petits nos satellites, on en lance que, avec 18 paires de guillemets, 25, versus des dizaines de milliers pour Starlink. Donc ça, c'est un peu le côté défensif. Par ailleurs, on a surtout de la propulsion à bord, donc qui permet de manœuvrer les satellites. Et il existe, grâce au CNES et à toutes les institutions publiques internationales, des bases de données mises à jour en permanence sur le tracking de tous les objets, tous les objets qui gravitent en orbite. Ce qui nous permet de faire des manœuvres quand il faut pour les éviter, etc. Ça se fait tout seul ou c'est à la main ? Petite parenthèse. Ça dépend. On a des opérateurs, des conducteurs qui sont là. Alors attends, je gère mon satellite. Ou finalement c'est. C'est semi-annuel quand même. Enfin, la détection se fait de manière automatique. Là, il y a une alerte qui se lève. Et là, après la manœuvre, il y a des commandes un peu automatisées, mais aujourd'hui, en tout cas les nôtres, ils évitent pas tout seuls les satellites, etc. On a des procédures qui sont semi-automatisées quand même, mais voilà. Et après, il y a le sujet de la fin de vie, parce que c'est à éviter qu'ils se rencontrent les uns les autres dans l'espace, et il y a qu'est-ce qui se passe à la fin. Et à la fin, nos satellites, on les désorbite, et donc ils rentrent dans l'atmosphère, ils se consument, ils se détruisent, et voilà, ils disparaissent. Et donc, ça reste un sujet global d'écologie spatiale, parce que quand on dit 25 satellites, c'est pas énorme. Quand on parle de dizaines de milliers de satellites, c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, il y a il y a quelques milliers de satellites en orbite basse. Donc on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils se rentrent dedans. En fait, pas tant que ça. Imaginez un satellite qui a la taille d'un frigo ou d'une voiture. La surface sur laquelle il se promène, c'est même un peu plus que la surface du globe. Donc vous mettez des bateaux, prenez 1500 bateaux, 1000 bateaux, vous mettez n'importe où sur le globe, vous les lancez au hasard. La probabilité qu'ils se rencontrent, elle est quand même assez faible. Elle est même très 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 faible. Mais elle existe, donc il faut quand même la gérer. Je crois avoir vu ou entendu un C dans l'air où ils évoquaient aussi une sorte de guerre spatiale avec, je crois, des Chinois qui avaient détruit un satellite pour voir s'ils en étaient capables. Indiens, ouais. C'était les Indiens ? Ouais. Alors, désolé pour les Chinois. Ils ont fait d'autres trucs, mais... mais du coup, cet enjeu peut-être de souveraineté aussi, de géopolitique. Est-ce que c'est un sujet, alors à la fois pour boucler avec la question de Valérie sur vos investisseurs, mais peut-être aussi en termes d'arguments sur les données, sur la manière dont vous projetez cette dimension française/européenne que vous avez? Non, la souveraineté spatiale et la souveraineté dans la donnée, c'est un sujet important. Nous, on y est sensible, pareil un peu, moi, je suis assez sensible vu mon parcours par ailleurs, dans le numérique, dans les institutions publiques. Et donc ça, c'était pas mandatory, enfin c'était pas obligatoire dès le départ de se dire ok, on fait quelque chose qui est purement européen. Malgré tout, ça s'est fait comme ça. Là, on pourrait y revenir sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça super en tant que citoyen européen. Et ça nous permet du coup aussi d'envisager des clients qui, sinon, auraient peut-être été moins intéressés par la solution jusque-là, quoi. Oui, j'ai une question par rapport à cette suprématie de l'espace et de la géopolitique. Vous avez, j'imagine, des développements, des déploiements qui sont secret défense, non ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a, ou pas du tout, des satellites, vous les vendez à n'importe quel client, y compris l'armée, par exemple ? Alors nous, on les achète, les satellites, mais ceux qui font les satellites, ils en vendent parfois effectivement à des institutions, au ministère des Armées ou à d'autres. Et là, effectivement, ces développements-là, certains sont classifiés. Mais pour les envois, sur quelle orbite ils sont, j'imagine que tout ça, ça reste... Oui, alors après, c'est compliqué de cacher l'orbite. C'est-à-dire que comme on peut détecter facilement les satellites, vous lancez un satellite, donc il n'y a pas plus de... les Chinois sauront où il est. Ils ne sauront pas forcément ce qu'il y a dedans. Et donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'avait dit Florence Parly il y a 1 ou 2 ans, 3 ans, c'est qu'il y avait eu justement donc, un petit satellite mouchard, quelque part, qui s'était rapproché d'un de nos satellites français militaires et donc qui avait dénoncé l'action hostile, enfin jugée comme hostile. Et donc voilà, on sent qu'il se passe quand même des choses. D'ailleurs, le ministère des Armées a créé un commandement de l'espace, un peu suite à ce qu'ont fait les Américains, où ils ont créé une armée de l'espace récemment.
Après le cyber, le space, ouais. Voilà. Et donc, alors, on peut quand même espérer que tout ça se transformera pas en guerre des étoiles, parce que, alors, magiquement, dans la guerre des étoiles, dans les films, par rapport aux orbites, aux débris dont on parlait tout à l'heure, il y a un vaisseau qui est détruit, hop, il disparaît, il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Et donc, on peut quand même espérer ça. Normalement, d'ailleurs, c'est contenu dans les traités internationaux on n'a pas le droit de militariser l'espace, donc on n'a pas le droit de... Et à l'époque, ils pensaient plutôt à on ne veut pas permettre qu'un satellite lance une bombe nucléaire depuis l'espace. Bon. Donc ça, c'est très bien. On peut qu'espérer que ça tiendra dans le futur, parce que sinon, on va, je pense, droit dans le mur. Et quel est ton... On voit c'est un tapis rouge pour toi et pour Kineis, mais quelle est ta plus grande crainte ou ton plus grand risque? Parce que tu y penses quand même. Ah, pour le business? Oui, pour le business, le déploiement. Il y en a plusieurs. Un des premiers, c'est justement cette diversification business. C'est-à-dire qu'on vient d'un marché qu'on connaît avec CLS, qui marche très bien. Là, on va sur d'autres verticales, j'en ai parlé, la logistique, l'agriculture, etc. Et donc la demande, elle est là, il n'y a pas photo, ça c'est très très clair. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est trouver celle qui marche le mieux. Donc d'avoir déjà le bon produit et le bon prix, mais celle qui marche le mieux en termes de scaling notamment. Parce que justement, quand on va sur un truc où on va faire beaucoup plus de volume, pour massifier un peu l'usage, ce qui est un bon projet, mais qui du coup, en termes de business, nécessite d'en faire plus. Il faut qu'on trouve celles où on va arriver à scaler ça, c'est-à-dire au-delà des premiers projets qui vont être un peu emblématiques ou qui vont commencer à tirer un peu le business, pour vraiment passer à l'échelle, vous trouvez celles où on n'a pas besoin de réinventer la poudre à chaque fois. Pas qu'à chaque nouveau client qui va me prendre 50 balises, il faut qu'il réinvente, faut qu'on réinvente qui paye, il faut qu'on réinvente le terminal, etc. Sinon ça va pas marcher. Donc là, c'est vraiment la phase dans laquelle on est aujourd'hui, en préparation du lancement de 2023. Et donc, on a une équipe commerciale qui est à bloc sur le sujet pour, tous les mois, ils testent une nouvelle verticale, ils font une étude de marché, etc., etc. Tu parles des différents enjeux et donc c'était pas le seul. Et non, c'est pas le seul. Alors ça, c'est l'enjeu business qui est, je pense, le plus court terme en fait. Et après, à moyen terme, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est sur l'évolution de la techno. Et alors, certes, les projets concurrents, mais l'évolution des technos générales. Demain, s'il y a un standard télécom d'IoT par satellite qui voit le jour, c'est pas fait, mais ça pourrait arriver, ça serait pas complètement absurde. Il faut qu'on soit à bord, le meilleur du nôtre. En tout cas, on peut pas juste regarder passer le train. Et donc là, à nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'anticiper ce qu'il faut, de faire nous-mêmes des tests, des études. On va lancer des petites charges utiles ici ou là pour faire des tests dans l'espace avec des nouvelles choses, en parallèle du lancement de la constellation, pour anticiper la suite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'itération, elle est très longue. Et donc, le temps de concevoir quelque chose, de le penser, de le lancer, de le tester et de recommencer, parce qu'évidemment, ça ne marche pas la première fois, les mois, les années s'écoulent. Donc, il ne faut pas qu'on attende que le standard émerge pour commencer à se poser des questions. Tu dis, effectivement, on lance et puis ça marche pas la première fois. Et je pense que c'est très valable pour à peu près toutes les boîtes et tous les entrepreneurs. C'est vrai qu'avec Olivier, on aime bien montrer que ces réussites du Next 40, comme tout entrepreneur, elles ont essuyé des échecs. Parfois, on leur a dit qu'elles n'y arriveraient pas. Et avant d'en arriver là où ils sont aujourd'hui, si on refait le chemin, donc lancement 2018, c'est pas si vieux et pourtant en 3 ans, j'imagine que des échecs ont été là. Oui, bien sûr, et même avant ça, on a lancé vraiment le truc en 2017. On a commencé à lancer un peu les études. Là, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup d'argent. Au début, il y avait des estimations qui disaient il faut 500 millions d'euros. Donc là, tout le monde dit ok, on fait pas, on enterre le projet, etc. Donc, on se bat un peu, on creuse. On se dit certains se seraient arrêtés là. Ouais, carrément. Et après, alors là, je dois remercier d'ailleurs le patron de CLS qui est vraiment extrêmement porteur du projet, qui a vraiment cru dur comme fer au sujet, qui s'est bien battu avec moi pour ça. Il s'appelle Christophe Vassal. Tant qu'à faire, autant nommer les... Tout à fait, les bonnes personnes. Oui. Voilà, Christophe Vassal qui est le CEO de CLS. Et donc voilà, on passe un peu ça. Et après, évidemment, il y a pareil, toujours des zones de mauvais augure de le business, ça marchera jamais, ça scale pas du tout. Il n'y a pas de demande de toute façon, aucune étude le prouve, et par définition, puisque le besoin n'est pas complètement identifié. Et puis voilà. Donc après, quand même, on réussit à convaincre ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'on crée la spin-off. On se dit, ok, on va lever des fonds, il faut 100 millions, il faut qu'on les lève. Là, évidemment, tout le monde dit, non mais 100 millions, il n'y arriverait jamais, c'est beaucoup trop du premier coup. Et de fait, il n'y a pas beaucoup de précédents. Nous-mêmes, on se disait, peut-être qu'ils ont raison en fait. Et on a commencé à douter un peu parce qu'on a lancé la levée de fonds en septembre 2018.
et avec une première banque d'affaires que je nommerai pas. Et on s'était dit, allez, c'est plié à Noël, en 4 mois, on fait un gros coup de com, là, tac, on fait le tour et ça va le faire. Bon, évidemment, ça marche pas du tout comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est long et compliqué, une levée de fonds, quand le projet est celui qu'on porte. C'est-à-dire un projet qui présente quand même un certain niveau de risque, à la fois techno, donc sur du spatial, qui est quand même des choses que peu de gens connaissent. Ceux qui font de la cyber, par exemple, connaissent bien le sujet, parce que c'est un sujet souvent très compliqué, c'est compliqué de convaincre les investisseurs. Bon, c'est un peu la même chose, c'est très techno. Les fusées, régulièrement, il y en a qui n'atteignent pas leur orbite, qui ne les utilisent plus trop, mais en tout cas, elles se trompent de trajectoire, etc. Donc il y a quand même des gros enjeux. C'est quand même un peu du long terme, c'est un peu de l'infrastructure, c'est des gros capex. Et donc, voilà, c'est pas je vous donne 2 millions d'euros, vous allez acheter 10 PC, vous enfermez dans une maison avec des pizzas, et puis vous compilez du software et ça va marcher, quoi. Et est-ce qu'il y a cette idée à la fois que tout le monde n'a pas les poches d'Elon Musk en termes de finances, et en même temps, de l'autre côté, certains en rêvent. Il y a aussi cette idée, parce que dans tes invests, tu as aussi des investisseurs particuliers, quelques family office. C'est quoi qui les a convaincus? C'est ce côté complètement fou, ambitieux, on part au-dessus. Ouais, non, c'est complètement ça. C'est pour le coup, eux, il y en a même, je les ai pas vus avant la signature, donc, parce que ça nous était apporté par la banque d'affaires, qui les a convaincus. Et donc le rôle de la banque d'affaires a vraiment joué tiers de confiance, et vraiment dans la levée, c'est vraiment ça qui est important. C'est quand même vraiment une affaire de gens, une affaire de réseau, une affaire de conviction. Il y a évidemment des sous-jacents et des fondamentaux qu'il faut remplir, mais bon, tout le monde est capable de faire des courbes qui montent en exponentielle et de bien les expliquer. Je caricature, après, business plan. Voilà. Mais du coup, quand même, pour faire ça, c'est là où il faut les bonnes personnes. Et donc, effectivement, ces gens-là, ils ont été très convaincus par cette ambition, et se dire nous, en France, on peut pas ne pas y aller. Il faut qu'on se lance, il faut faire quelque chose. Et puis, le spatial, ça fait rêver, ça fascine pour beaucoup de gens. Donc, c'était leur déclencheur. Là, je demande le commentaire de nos professionnels du sujet quand même, Valérie, Laurent. Je dirais que c'est une très belle diversification. En plus, ça fait rêver, mais c'est une belle diversification. Ouais. Je comprends que les familles office et puis suivre. Moi, j'ai une question. Tu dis ça fait rêver les investisseurs, mais ça fait rêver aussi les talents, parce qu'il faut attirer des talents. Oui. Et je peux imaginer qu'aujourd'hui, déjà, il faut des ingénieurs, si j'ai bien compris. Oui. Ce que tu m'as dit, c'est 80% d'ingénieurs. Ouais. Et vous arrivez facilement à attirer parce que c'est l'espace. Et oui, alors on a des ingénieurs qui viennent du spatial, et donc du coup, faire du spatial, c'est-à-dire des ingénieurs du spatial. Et en France, il n'y a pas beaucoup de projets comme ça. Donc ça permet quand même c'est ce qui est bien d'être un peu les premiers, c'est que du coup on attire aussi des gens bien sur le sujet, puis ça a suscité des vocations, on espère. Mais oui, en effet, l'ambition du projet est nécessaire pour pouvoir recruter. D'ailleurs, on a recruté beaucoup plus facilement aussi une fois qu'on a sécurisé la levée de fonds, évidemment. Bien sûr. Pour compléter ce que disait Laurent, Thomas, je pense qu'Alexandre, il y a en effet l'investissement qui va être financier à tes côtés, d'investisseurs, et puis il y a aussi cet investissement émotionnel presque en fait, quand j'entends ton histoire. Et je pense qu'en effet, ça a dû vraiment faire la différence, parce que quand on t'écoute, c'est un modèle qui est juste hyper inspirant. Ouais. On est vraiment projeté en fait dans un univers nouveau, et puis on sent qu'on peut en embarquer un sujet générationnel. Et donc je pense que ça répond aussi à ta question, Thomas, sur qu'est-ce qui a fait à mon avis la différence. Ah oui, tout à fait. C'est totalement ça. Avec du concret, et ça marche. Voilà. Comme tu dis, tu envoies dans l'espace, ça marche ou ça marche pas. Et oui, il faut que ça marche. Mais on a lancé déjà, d'ailleurs sur celui-là, on a lancé un premier, le CNES a lancé un premier nanosatellite fin décembre 2019, qui s'appelle Angels, qui embarque la première charge utile miniaturisée qui va prendre nos technos, qui va être implémenté x25 sur nos satellites. Donc on a plein d'améliorations à apporter à ça, mais il y a eu quand même une étape à ce moment-là, et intéressante d'ailleurs, parce que c'était fin 2019, on a levé les fonds fin 2020, et la première série de term sheets, donc elle s'est signée le lendemain. Ils ont lancé le nanosatellite le 18, et ils ont signé le 19. Tout le monde attendait de voir si le lancement était bien passé, si ça marchait, etc.
Donc ça aurait pu, se stopper. Je pense que là, tout le monde l'attendait et nous, on était un peu stressés sur le sujet. Et c'est vrai que si ça s'était pas bien passé, ça aurait été plus compliqué. Un projet comme ça, quand on parle d'espace, j'imagine qu'on n'est pas seul capable, Kineis ou n'importe qui d'autre, de tout mener à bien de A à Z. Donc c'est quoi? C'est des regroupements, c'est des deals, on a envie de tous participer à cette conquête spatiale, donc on se donne des coups de main. Je crois que d'ailleurs, et ça, tu pourras compléter, mais bientôt vous allez annoncer votre choix pour les lanceurs. Tout à fait. Ouais. C'est un scoop 40 nuances de Next. Ouais, voilà. On peut peut-être pas dire qui. On peut pas dire qui, effectivement, parce qu'on est encore en plein appel d'offres. On peut quand même dire qu'on a un sujet intéressant d'offres technologiques qui fait que on ne pourra pas partir avec un gros lanceur. Et donc, pour ceux qui connaissent le spatial, du coup, ce ne sera pas un lanceur européen, parce qu'il n'existe pas de petits lanceurs européens. Donc, c'est pas un choix c'est pas un sujet de pricing ou quoi, c'est juste qu'il n'y a pas l'offre. Pourquoi il n'y a pas l'offre? Parce que nous, on lance donc des satellites de 25 kg. Ils font 30 tout mouillés avec ce qu'il faut bien pour l'accrocher sur le lanceur. On les lance par paquet de 5, sur 5 orbites différentes, sur des orbites polaires, donc qui tournent autour de la Terre par les pôles, et 5 orbites qui sont réparties comme des quartiers d'orange de manière équidistante autour de la Terre. Donc on fait 5 fois ça, on fait 5 lancements, et on fait 5 fois 30, donc 150 kg. Donc on lance 150 kg. Le plus petit lanceur européen aujourd'hui, il envoie un peu plus d'une tonne à cette altitude. Donc on ne remplit pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte en passager de quelqu'un d'autre. Et si on part en passager, on ne sait pas quand on part, on ne sait pas où on part. Et donc on a... Ça c'est quoi ça? C'est une offre comme SpaceX Même à Arianespace aujourd'hui, Vega ou Ariane 5, vous pouvez embarquer en rideshare comme on dit, donc un peu le Airbnb de la fusée, vous mettez là derrière un gros satellite. J'ai vu de la plage, je suis monté. Ouais, donc ça coûte un peu moins cher, mais c'est pas vous qui êtes maître à bord, quoi. Vous êtes un peu le passager, alors pas clandestin, mais en tout cas vous embarquez à bord d'un bateau qui va déjà quelque part. Et donc quand vous en lancez un ou deux pour faire des tests, vous n'êtes pas très exigeant et c'est une bonne manière de faire parce que ça coûte pas cher. Vous prenez le premier vol qui passe et puis vous allez dedans. Quand vous voulez faire un truc opérationnel sur des orbites bien définies, etc., la probabilité qu'il y ait des tirs qui vous correspondent exactement, sans le décider vous, elle est à peu près nulle en fait. Et donc du coup vous êtes obligé d'aller sur d'autres lanceurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est développé une offre de micro-lanceurs. Il y a plein de projets dans le monde qui sont développés comme ça, pas beaucoup qui fonctionnent aujourd'hui, un peu comme les satellites, qui du coup lancent beaucoup moins, mais à cette altitude-là. Donc on a des gens qui lancent quelques centaines de kilos et qui sont pas beaucoup moins chers en réalité, mais c'est surtout qu'ils répondent à une offre et à un créneau un segment de marché qui n'existait pas aujourd'hui. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors je suis assez frustré parce que il est en train en ce moment même, le président, le PR, de parler sur la Stage 1 de Vivatech. Je l'avais à chaque année, j'avais un moment au micro Emmanuel Macron. Alors cette année, il n'a pas pu venir faire le jingle, il s'en excuse. mais du coup, donc ça fait partie des grandes rubriques qu'on aborde avec les entrepreneurs du Next 40. C'est cette période particulière de la pandémie. Je sais pas à quel point, j'arrive pas à projeter si ça vous a impacté un peu, beaucoup, pas du tout, ou passionnément. Eh bien, on va être plutôt dans le un peu. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une énorme chance dans notre alignement de planète. Il y en a une supplémentaire qu'on a levée le 30 janvier 2020, savoir pas très longtemps avant le premier confinement. Et c'est très bien parce que je pense que ça aurait été compliqué de closer pendant le confinement. Et donc, d'un point de vue trésor, on était bien parce qu'on venait de lever, donc on était un peu tranquille. Donc ça nous a impacté quand même un peu, d'un point de vue opérationnel pour la préparation de la nouvelle constellation, le design, etc. Là, c'est plus comment est-ce qu'on travaille à distance, mais on était déjà bien équipés, donc ça n'a pas trop ralenti. Ça ralentit un peu côté partenaires techno comme Thales ou autres, parce que ils subissent aussi des questions de chaîne d'appro et donc eux, ça a été plus impacté, mais de par la nature de leur métier. Et après, côté sales, évidemment, mais ça c'est pour tout le monde, c'est plus compliqué de faire du sales à distance, surtout sur des projets un peu d'innovation. On va faire de la numérisation de supply chain, etc. Quand vous contactez des grands groupes, ils sont surtout focalisés sur la supply chain tout court, avant la supply chain de la numériser, quand on est en plein confinement. Donc ça a pris un peu de retard, malgré nous. Et les équipes ? Et les équipes, ils ont fait comme ils ont pu. Encore une fois, d'un point de vue techno, on a très bien travaillé à distance, parfois trop même, c'est-à-dire que ça s'est vu dans plein de boîtes, le fait de faire des visios cadencées toutes les demi-heures ou toutes les heures, il y a plus
C'est comme au collège où tu sais, il y a l'interclasse, le projet de classe, bon bah c'est pareil. Ouais, exactement. Et donc vous enchaînez les visios, parfois vous coupez le micro, la vidéo pour aller prendre un café et vous venez quoi. Je pousse un peu cette idée, mais la boîte est quand même relativement récente. Ouais. J'imagine qu'en plus après la levée, ça a été aussi l'occasion de recruter beaucoup en pleine période du coup de confinement, de pandémie. Comment on arrive à créer ou à développer cet esprit d'entreprise au-delà de l'ambition, du rêve qui fait forcément rêver autour de l'espace? Ça doit pas être simple. Non, c'est pas facile. Et on a recruté des gens, j'ai recruté plusieurs personnes en full visio, donc des gens que j'avais jamais vus en vrai, dont ma directrice commerciale, donc c'était quand même pas complètement évident. Donc donne-moi tes 3 qualités, tes 3 défauts et ta connexion internet. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et après, l'esprit global, il se fait du coup pas mal en numérique forcément. Donc on a fait quelques événements à la fois des informels, des cafés numériques, plein de gens ont fait ça, où un salarié vient présenter un peu ce qu'il fait, les autres posent des questions, etc. J'ai fait quelques séances collectives aussi où on fait des échanges assez libres, on prend le temps du sujet pour des échanges assez libres, des team building numérique aussi. Bon, on est quand même très content de pouvoir se retrouver en physique dès qu'on a pu, sans faire forcément de gros événements, au moins de pouvoir se voir en vrai, quoi. Ça change. Parmi les embauches, surtout des Français, ou il y a quand même pas mal d'Européens pour essayer d'internationaliser Non, c'est surtout français. Et c'est pas évident en fait d'internationaliser. Pourquoi? Alors, déjà on est à Toulouse. Et ça a l'air de rien, mais il faut venir à Toulouse. Et donc les Toulousains, ils n'ont pas de problème à rester à Toulouse. Et on a des gens un peu de partout en France, mais quand même beaucoup du Sud. On a quelques Parisiens, mais malgré tout, c'est un peu l'aventure. Ça paraît loin, depuis Paris. Alors que bon, c'est une heure d'avion et 4 heures de train. Magnifique. Vraiment, venez, c'est très joli. Moi, je connaissais pas avant de venir il y a 4 ans, mais c'est vraiment bien. Mais du coup, je projette un peu en disant que dans la Silicon Valley, on se dit pas je vais aller vivre à Toulouse. Non, même si ça y pourrait, mais on a un peu comme la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on a le beau temps, on a les montagnes pas loin, on a la mer pas loin, donc on a un super cadre de vie, ce qui est hyper important dans la Silicon Valley, nous aussi, donc venez. Et l'autre raison que je voulais dire pour laquelle c'est difficile de recruter à l'international, c'est qu'une fois que vous êtes parti dans une équipe qui est Frenchy, c'est vraiment un truc qu'il faut faire au début. Nous on est parti et je le regrette pas, c'est fait comme ça. On est parti d'une équipe où on était Céleste, on était une douzaine. On a fait la spin-off, on a recruté des ingénieurs spatiaux, donc essentiellement ex-CNES ou CNES. Et là, tout de suite, on a 20-25 noyau de 20-25 personnes au départ qui est française. Et du coup, de internationaliser à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand vous êtes en Covid, quoi. Ouais. Et donc, ça viendra, et notamment, ça va venir avec la partie commerciale. Là, on va envoyer quelqu'un aux États-Unis, une directrice commerciale et binationale. Donc, les choses commencent un peu à bouger. Mais en tout cas, toutes celles et ceux qui veulent faire ça, il faut vraiment le penser dès le départ. Dès les premiers recrutements, il faut l'internationaliser. Valérie, je vois que tu veux réagir juste une seconde, parce que ça me fait penser, on parlait de Toulouse, Paris, etc. Il y a une communication, une étude qui a été faite, d'ailleurs, qui a été relayée par le président tout à l'heure. C'est peut-être de ça que tu voulais parler, non? Mais du coup, je vais lire, mais les 120 plus grosses startups françaises qu'on pouvait penser à un truc de parisien, c'est 160 000 emplois directs et indirects en 2020, partout en France, 224 000 emplois créés d'ici 2025. Donc c'est aussi en région. Ah non, mais c'est très bien. Ouais. Et je suis ravi de ça. On est dans un pays qui est quand même très 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 centralisé. Il suffit de regarder une carte du réseau routier. Moi, je peux que encourager la décentralisation. C'était exactement en fait la réaction que j'avais, c'était on sent en fait quand même avec le Covid, tu vois, il y a un après Covid et puis cet effet un peu décentralisation. Donc peut-être qu'en fin de compte, ce sera une ouverture et ça permettra d'attirer aussi d'autres types de talents qui auront envie d'éviter le côté parisien et qui rêveront à ces grands espaces et au côté toulousain hyper agréable quand même. Je le souhaite. Après, j'ai toujours entendu des Parisiens dire je veux partir de Paris et pendant 10 ans et tous les gens j'en fais partie, donc je chambre volontiers. On passe à la suite, on se projette dans l'avenir. Alors évidemment, il y a un rêve pour Kineis. Je veux bien que tu nous en parles si on projette. Alors, je vais faire encore plus loin que la question de Philippe Mabille, la tribune, mais 20 ans, 30 ans, ta vision de ce monde de l'espace, tu le vois comment? Tu penses qu'on ira tous sur Mars?
Tu imagines ça comment? Et au-delà de ce qui est possible, qu'est-ce qui est souhaitable? Very great question, comme ils disent les Américains, à chaque fois qu'ils ont une question compliquée à répondre. Non, mais en vrai, très bonne question. Et je pense pas du tout qu'on ira habiter sur Mars, en fait. En tout cas, pas avant des siècles. Et je pense qu'il se passera d'autres trucs compliqués avant. Parce que ça demande une énergie et une logistique complètement dingue. C'est comme d'aller faire un village sur la Lune, c'est un chouette projet. Mais c'est un peu le même genre de projet que... alors je me ferai taper sur les doigts par le CNES, mais c'est un peu le même genre de projet que quand moi j'avais... il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'étais gamin, où on nous projetait des images de villes sur l'eau ou de villes sous l'eau, etc. En disant, voilà, c'est ça le futur, ça va être vachement bien. Et cette espèce de passion pour les environnements ultra hostiles. Et on s'est dit, ouais, la technologie, elle est capable d'aller convaincre ça, une espèce de conquête de l'environnement hostile, alors qu'on a déjà du mal à vivre dans nos environnements pas hostiles. Et qu'on va même pas à Toulouse, exactement. Et donc, du coup, j'y crois pas trop. Et d'une part, parce que c'est très compliqué. Et il faut vraiment une énergie de dingue pour faire ça. Il y a un prof de Stanford qui avait fait un truc super, qui avait dit, pour vous donner un peu une idée de l'énergie que ça coûte tout ça, vous voyez l'étoile noire dans Star Wars, donc la Death Star de Dark Vador, là, qui est grosse mais qui fait 160 km de diamètre apparemment. Donc c'est gros mais c'est pas non plus, on se dit ça pourrait être un truc, et voilà. Et il a fait tout un calcul de se dire, ok, je prends l'étoile, je considère qu'il y a X épaisseur d'aluminium, qu'il faut autant d'hommes pour nourrir, etc., pour construire. Bref, il a fait tout ce calcul là, et pour mettre tout ça en orbite, il a conclu qu'il fallait à peu près 2 fois toute l'énergie qu'on produit chaque année sur la Terre pour que ce machin là existe en orbite. Juste ça. Et donc déplacer une population sur la Lune ou sur Mars, ça n'est possible que si sur place vous avez quasiment l'intégralité des ressources pour être autosuffisant. Ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Sur la Lune, c'est quand même, il n'y a pas d'atmosphère, c'est un bout de cailloux, et Mars, c'est encore plus loin, c'est très hostile. Et donc il faut quand même qu'il y ait un intérêt très fort. Donc a priori ni possible ni souhaitable. Souhaitable, je sais pas. Ça c'est chacun sa vision que doit faire l'humanité. Je pense qu'on a quand même suffisamment à faire d'abord. Je dis pas qu'il faut pas y aller, mais je pense qu'on devrait se concentrer d'abord sur ce qu'on a à faire pour notre planète. On n'arrête pas de se dire on réchauffe trop, on fait trop de pollution, machin. Peut-être qu'il y a quand même un challenge qui est techniquement assez sympa, intellectuellement, il y a quand même des trucs à faire avant peut-être d'aller sur Mars. Une question très personnelle, parce qu'on parle beaucoup d'espace, de satellites, je pense que ça te fait rêver aussi. Tu irais dans l'espace? Thomas Pesquet, c'est 3 millions, je crois, le ticket, je sais plus, 3 ou 5 millions. J'ai pas l'argent, mais j'adorerais. Ça sera une expérience absolument... Pas encore. Pas encore. Alors j'ai vu que l'ESA recrute des astronautes. Je crois que la deadline, c'est genre ce soir pour candidater. Tu dois partir. J'ai une copine qui l'a fait, mais je l'ai pas fait moi. Malheureusement, je me suis rendu compte trop tard. Mais voilà. Alors, on parle d'argent et il y a zéro tabou et zéro langue de bois sur 40 nuances de Next, mais on a beaucoup d'entrepreneurs du Next 40 qui sont à la tête pour tout ou partie de leur boîte, alors souvent plus partie parce qu'ils ont fait rentrer des investisseurs évidemment. Tu es actionnaire de l'entreprise à titre personnel? Oui, pas loin de symboliquement, c'est un peu plus que symboliquement, mais c'est pas, comme je suis pas fondateur de la boîte, j'étais nommé CEO de la boîte et donc je suis intéressé à la réussite par une petite part dans la boîte. Mais voilà. Désolé pour la banque. Non, c'est. Mais moi, du coup, ils n'ont plus de questions. Non, c'est pas. Non, justement, c'est ce qui me gêne, c'est que tu as une petite partie de la boîte et tu es clé dans la boîte et il y a vraiment un Cayman Exposure là. Donc, bien sûr, on va t'aider à renégocier pour avoir plus, parce que je trouve ça. Mais peut-être que je suis pas un très bon vendeur. Moi, je suis ingénieur à la base. Oui, mais si t'es pas là, je pense qu'il y a d'autres ingénieurs bien évidemment, mais tu as l'air d'être clé. Oui, complètement. Et c'est surprenant que tu pourrais demander plus. Vous leur en parlerez. On ne veut pas faire d'histoire avec les actionnaires, bien évidemment, mais on est d'accord que c'est toujours un sujet de motivation de l'entrepreneur à rester, à faire grandir. Oui, c'est vrai. On parlait de l'avenir, on parlait de se projeter. Je suis assez curieux encore une fois, alors j'aime bien me raccrocher à Olivier pour poser mes questions et faire mes transitions, mais on aime bien questionner aussi le monde qui nous entoure et forcément, t'as un regard de citoyen, mais t'as été directeur adjoint du cabinet d'Axel Lemaire au numérique. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sujets
qui sont liés au numérique et aussi à ces excès. On peut pas faire l'impasse des excès du numérique malgré toutes les opportunités que ça peut amener. D'ailleurs, Vivatech en est un bel exemple. Je serais curieux de savoir, toi, ton regard sur cette ère numérique et sur les usages que nous, aujourd'hui, on en fait en tant qu'hommes. Et évidemment, les limites. On parle de cyberharcèlement, c'est pas les seuls problèmes. Et je vais bientôt finir ma question, mais j'imagine que tu as vu le documentaire The Social Dilemma derrière nos écrans de fumée. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup aussi en tant que père. C'est un super sujet. Je crois que tu as 3 enfants, donc j'imagine que tu réfléchis à ces sujets. Énormément. Et donc j'ai vu ce Social Dilemma, et notamment il y a des... à l'intérieur, j'ai oublié son nom. Bon, bref, il y a des gens... L'ancien patron de Pinterest, peut-être. Je sais plus, mais donc a fondé ce Infinite Scroll. J'essaie de dîner, mais je vais te laisser parler, c'est plus simple. Je vais dû réviser. Bref, fonder une sorte de NGO qui réfléchit à ces sujets. Plus que ça, d'une part, décortique comment ça marche et pourquoi est-ce que vous avez... Voilà, on n'arrête pas de toucher son téléphone, on ne met plus dans la poche, on le prend, on fait slider les écrans, puis en fait, on n'a rien à faire, mais juste on le fait. Et tout ça, c'est pas juste un hasard. Il faut pas être complotiste, c'est pas ça, c'est juste que le business, c'est l'économie de l'attention. Tout est gratuit, mais il faut quand même bien que les gens vivent. Et donc, la seule monnaie d'échange, c'est votre attention à vous pour aller sur un site, une page, une appli, et à la fin, monétiser de la pub. C'est ça le modèle. Bon, on critique si on veut, mais en tout cas, c'est ça le modèle. Et donc, du coup, la concurrence, elle est là-dessus. Donc, tout est pensé pour que vous passiez le plus de temps sur votre truc. Donc, la petite pastille rouge, la notif qui fait tel bruit et pas tel autre, elle intervient à tel moment, tout ça. Il y a à Stanford un truc qui s'appelle le Persuasive Lab, donc qui est un truc qui est construit pour... qui porte bien son nom. Voilà, exactement. Et qui vient penser ça. Mais donc, tout est alimenté, en fait, par cette finalité de business model, etc. Donc oui, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Moi, j'ai une hygiène numérique à la maison qui est assez forte. Quand j'étais au cabinet chez Axel Lemaire, j'avais pour le coup le téléphone à peu près greffé à la main tout le temps, y compris dans le lit le soir. Puis un jour, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas bon en termes de relations interpersonnelles. Et donc du coup, maintenant, je rentre chez moi, je mets mon téléphone dans le bureau, ma femme aussi. Et voilà. Et quand on veut y aller, on y va. Mais du coup, on s'absente physiquement en même temps qu'on s'absente dans nos téléphones, parce que vous êtes sur votre téléphone à côté des autres. Et toi, c'est bon, je suis avec les autres, mais en fait, non, pas du tout. Vous avez disparu. Vous êtes dans votre téléphone. C'est une bonne hygiène de vie. Exactement. Et donc voilà. Et donc, les enfants, on essaie de les éduquer à ça. Donc, il y a des horaires, il y a des créneaux, etc. Et donc voilà, on les éduque. Ouais. Alexandre Tisserand, je te propose de parler de toi. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Donc on n'a pas de divan, on n'a pas de canapé, on va pas te proposer de t'allonger, mais on va quand même essayer de revenir sur ce qui t'a construit en tant qu'homme, sur ton parcours, sur ce que tu gardes de peut-être aussi de ton éducation, et d'essayer de comprendre aussi ce qui fait que tu es l'homme et du coup l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Si on revient sur l'enfance, d'où viens-tu ? Alors moi je suis né à Nancy, je suis lorrain, que j'ai très peu connu parce que je suis parti quand j'avais 2 ans. Et après quelques péripéties en France, j'ai atterri dans les Alpes, en fait, qui est plutôt en fait là où j'ai grandi, en Haute-Savoie, dans un petit village près d'Annecy. Donc j'adore la montagne, j'adore la campagne, vraiment un super site. Et donc je viens de là. Moi j'ai un papa qui est à la retraite maintenant, ingénieur informaticien, donc, pour reprendre les termes connus, et une maman qui était prof de musique. Voilà. Et donc, t'as gardé des deux au final. J'ai complètement gardé les deux puisque j'ai fait des études d'ingénieur dans les télécoms et je suis musicien par ailleurs. Donc voilà, très original. J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup à notre équipement avant d'entrer dans le studio. Exactement. Et du coup, petit, il y avait déjà une âme d'entrepreneur ou tu vendais des cartes Dragon Ball Z à l'école dans la cour de récréation Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout mon monde à la base. Mon père était salarié d'une boîte d'ingénierie. Ma mère était prof, comme je disais. Du côté de mon père, au-dessus, ils étaient épiciers. De l'autre côté, ils travaillaient pour la SNCF. Bon. Donc pas trop ambiance entrepreneuriat. Un rapport à l'argent quand même assez ambivalent. À la fois, on sent que c'est intéressant, on peut faire des trucs avec. Et à la fois, ça se passait bien à la maison, mais on n'était pas non plus... on comptait un peu les sous quand même. Donc un rapport un peu angoissé au sujet. Et donc plutôt à se dire, il faut trouver des voies où... Secure. Ouais, secure. Et donc, c'est, je pense aussi un peu pour ça, en plus du bon classement, que j'ai fini
dans un corps de l'État, donc après l'X. Je regrette pas du tout parce que l'expérience est absolument géniale. Mais donc vraiment pas trop entrepreneuriat. Mais voilà, ça c'est venu un peu sur le tard, avec les différentes expériences, les gens qu'on rencontre, on prend confiance en soi. Et c'est vraiment un univers que j'ai découvert un peu par hasard et qui du coup m'a séduit. Il faut s'y frotter pour se rendre compte qu'on peut y être. Ah oui, complètement. Il y a un sujet d'environnement social et d'héritage social énorme. C'est comme pour plein de trucs d'ailleurs, mais on ne peut pas dire à des gens qui n'ont jamais côtoyé ce milieu-là, mais c'est facile, mais bouge-toi, mais vas-y, mais prends des risques. Il y a tellement de codes sociaux associés à ça que non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Je crois que c'était Louis Schweitzer qui était parrain d'une promo de gamins qu'on accompagnait en bénévole. C'était une super asso d'ailleurs qui existe toujours, à Entreprendre pour apprendre, où les gamins étaient là et avaient un vrai projet entrepreneurial qu'ils concevaient de toutes pièces et qui leur avait dit, alors forcément on est en radio, c'est un peu compliqué, mais souvent les parents sont à un niveau, quel qu'il soit, et les gamins cherchent à être toujours un peu mieux que leurs parents, c'est très humain, mais cherchent juste un peu au-dessus. Et alors que potentiellement les marches au-dessus sont infinies. Et je serais curieux de savoir, du coup, on l'a dit tout à l'heure dans la première partie de ton podcast 40 nuances de Next, tu as 3 enfants. Comment tu les amènes à se projeter encore plus haut qu'Alexandre Tisserand? Ça va être compliqué de dépasser les étoiles, mais il y a peut-être encore des strates et des galaxies non explorées. Alors, je suis pas trop dans la conquête, en fait. Je suis pas trop dans le toujours plus. Ça m'a un peu gouverné, longtemps dans ma vie. Et à la fois, c'est bien parce que ça pousse. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, on n'est pas hyper bien dans sa peau non plus. Parce que c'est le stress, etc. Et quand on réussit, c'est hyper rewarding, c'est super. Et malgré tout, quand c'est poussé un peu trop à l'extrême, l'équilibre est pas bon. Donc moi, je les pousse surtout à savoir mieux que moi plus tôt ce qu'elles ont vraiment envie, ce qu'elles ont vraiment au fond d'elles, ce qui vraiment les fait vibrer. Parce qu'in fine, quand on suit ça, alors c'est un peu, ça peut paraître un peu niais, mais ça reste vrai, je trouve. C'est vraiment en suivant ce qu'on a au fond des tripes qu'on arrive à faire des choses formidables. Et que si c'est un truc auquel on avait vraiment pensé, qu'on avait vraiment envie de faire, ça nous parlait énormément, si on se plante, au moins on aurait essayé, on aurait fait un truc qui nous plaît pendant tout ce temps-là. Et on n'a pas perdu son temps. Exactement. Et ça c'est central. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, cela dit, mais malgré tout, je sens bien que ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait au cabinet juste avant avec Axel Lemaire correspondait plus à ce que j'ai pu faire avant et qui m'ont tout à fait intéressé parce que je suis extrêmement curieux, mais où il y avait un côté plus difficile au travail, quoi. Comment t'as cultivé ta curiosité, parce que j'ai le sentiment que tu es un homme curieux. Elle est complètement familiale et quand je me rappelle des dîners de famille où il y avait toujours une question dont il fallait toujours comprendre comment ça marche. Et donc on a des discussions sans fin sur essayer de comprendre comment marche le grille-pain, essayer de comprendre comment marche ceci, cela. Très ingénieur. Mais... Ouais, donc très ingénieur. Mais après du coup étendu à le système politique, et le système économique, etc. Comment tout ça marche. Donc le pourquoi et le comment. Ouais. Valérie. Tu disais tout à l'heure que tu étais un musicien, donc en fait quelque part tu as été nourri aussi, j'imagine, par cette partie-là. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de supplémentaire aujourd'hui, de la créativité, quelque chose qui fait la différence aussi dans certains moments? Juste avant de répondre. S'inspirer. Respirer. Parce qu'après Raphaël aux manettes me dit mais t'as pas l'envoyé les jingles au bon moment. Et la réponse à la question de Valérie par Alexandre. Ah oui, c'est tout à fait central et essentiel, la musique. Et je continue de faire un peu de jazz avec un petit groupe en mode amateur à Toulouse. Donc sans grande ambition, mais juste c'est hyper important. Quand on se met à jouer, on est un peu ailleurs, on se lâche, on se libère. Alors, surtout dans le jazz où on ne suit pas une partition. J'ai fait longtemps du classique, mais où on est dans l'impro. Donc on fait vraiment appel à la créativité. On apprend à s'autoriser à créer en fait. Parce que moi, je crois beaucoup dans des gens qui se disent moi les idées j'en ai pas, créatif je suis pas créatif, etc. Mais en fait c'est des trucs qui se travaillent. Et il y a un moment il faut comprendre que la création n'est pas innée, on n'a pas un truc qui vient comme ça de nulle part. C'est des petits bouts de trucs qu'on prend à droite à gauche et qui après on s'autorise à les repenser, on s'autorise à les mélanger et on s'autorise à faire des propositions pour soi, pour les autres, etc. Et c'est comme ça qu'on va arriver à créer des choses. Mais il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi en fait, parce que on a tellement peur de se faire rembarrer, d'avoir l'impression que ça va pas du tout marcher, etc. Que c'est voilà.
Laurent Garret. Oui, tu disais tout à l'heure avec tes parents, vous essayez toujours de comprendre comment ça marche. Avec tes enfants, comment tu expliques ce qu'est Kineis, ce que tu fais au quotidien avec des mots simples? J'imagine qu'ils sont très jeunes. La grande, elle a 11 ans là, Oui. 11 ans, 9 et 6. Je leur dis que je lance des satellites et ça permet de suivre des choses comme des manchots par exemple. Les manchots voient très très bien. Et donc ça permet de voir les trajectoires des manchots, etc. et de comprendre ce qu'ils font. Et donc ça, le suivi d'animaux sauvages, ça marche très très bien. Et elles comprennent bien. Je voudrais juste repousser et pas perdre ma question, là, garder cette notion de jazz, de créativité dans le jazz. Tu parlais de la capacité, alors c'est du jam, chacun improvise, mais au final derrière il y a un énorme travail, il faut connaître, je crois, alors je sais pas combien il y a de gammes, tu pourras peut-être nous l'apprendre, mais du coup quel parallèle tu fais avec le monde de l'entrepreneuriat et la capacité à innover? Alors juste pour commencer sur le jazz, alors il y a un peu deux grands types de grands jazzmen ou women. Il y a effectivement ceux qui sont des brutes techniques, qui connaissent, comme tu dis, toutes les gammes par cœur, tous les modes, tous les standards, etc. Et puis tu as ceux qui font ça complètement à l'instinct. Par exemple, Thelonious Monk, il ne savait pas lire une partition. Et donc il y a des anecdotes. C'est l'oreille. Et c'est l'oreille, la sensibilité. Et du coup, ça mettait en stress d'ailleurs beaucoup son équipe de jazz qui disait bon, mais Thelonious, là, le concert est dans 2 heures, qu'est-ce qu'on joue quoi? Et comment on joue? Donc c'est facile, tu fais ça, pof, ça a marché. Bon, quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment des ambiances différentes. Et je pense que dans la créativité et dans l'innovation, c'est un peu ça aussi en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche super analytique, qui est celle qu'on nous enseigne, celle par laquelle je suis passé. Donc ok, là j'ai un problème, tac, j'analyse les déterminants, les fondamentaux, ok, c'est quoi la solution, paf, et puis après je trouve un modèle, je le construis, etc. Donc c'est soit ça, et ou, on va dire, des intuitions, des feelings, que après effectivement on rationalise et on teste, etc. Mais qui viennent complètement comme ça, en créativité un peu spontanée, en disant tiens là j'expérimente quelque chose, j'ai l'impression que je creuse, je m'autorise à le creuser surtout, et je m'autorise à y penser, et c'est comme ça que j'arrive à faire quelque chose. C'est marrant parce qu'on pourrait avoir l'idée reçue que l'ingénieur que tu es répond plutôt à la première catégorie. C'est assez vrai en fait, enfin c'était assez vrai, et je pense que ce côté musique, etc. M'a pas mal entraîné dans l'autre côté aussi, donc du coup j'ai un peu ces deux facettes je pense. Ça t'aide dans le quotidien de Kineis et ta vie d'entrepreneur, cette double façon d'appréhender un sujet? Et tu veux dire sur le... À la fois du très pragmatique, très rationnel dans la data, et à côté une forme d'intuition, de sentir le vent, d'écouter. Alors moi j'ai toute une théorie sur l'intuition, je pense qu'elle est très liée au fait que tu as été suffisamment curieux pour entendre beaucoup de choses et qu'il reste des petites choses au fond de la tête. Je suis d'accord avec ça, ouais. Et non, mais ça m'aide, et puis c'est indispensable en fait, parce que c'est ça qui est vivant, c'est-à-dire que l'approche analytique est super standardisée, ça performe, on remplit les tableaux, ça déroule, mais en fait on s'ennuie un peu quoi. C'est-à-dire que c'est pas ça qui fait le peps et l'intérêt de ce qu'on vit, et donc dans la vie, à la fin on met des process parce qu'il faut mettre des process, mais on le fait un peu contraint. Et j'ai une dame-mère qui disait les ingénieurs c'est un mal nécessaire parce que l'industrie c'est bien, mais donc on produit en série, etc. Comme les banquiers. Je n'osais pas la faire. Et ça va être de baisser les coûts, de baisser les prix, d'avoir un confort de vie, et malgré tout on fait des trucs un peu gris quoi, un peu fade. Et voilà. Et donc tout ce côté justement différent d'innovation et en tout cas de créativité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On a parlé de la musique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent de t'inspirer ou de respirer? C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler d'entrepreneurs ayant la tête dans le guidon. J'ai le sentiment que tu arrives à faire la part des choses, notamment en laissant ce fameux téléphone dans sa boîte au moment où tu passes la porte du domicile. Mais du coup, comment tu te ressources? Comment tu vas puiser l'énergie qui est forcément nécessaire quand on est à la tête d'un projet comme le tien? Quand j'y arrive, il y a 2 trucs. Quand j'y arrive, c'est passer du temps avec mes enfants. Et ça, c'est venu assez tard, en fait, d'accepter ça. Notamment en tant que com et père, on nous incite plutôt à pas faire ça. On nous incite plutôt à dire la maman elle a qu'à s'en occuper, puis toi tu vas te focuser sur autre chose. Ça a tendance à bouger un peu? Un peu, mais quand même les schémas sont solides. Ouais. Mais oui, ça bouge un peu.
Et ça, je me suis rendu compte qu'en le faisant, je dis mais en fait c'est hyper ressourçant, c'est hyper enrichissant, même de faire les tâches qui sont considérées comme pénibles et qui le sont parfois, d'aller s'occuper des enfants, de les changer, de les coucher, etc. Ouais. Bref, toutes les tâches domestiques. On n'est pas du tout encore à l'égalité chez nous, je dois bien le dire, malgré plein d'ambitions dans ce domaine. Mais en fait, c'est super enrichissant. Donc, moi, j'encourage vraiment tous les hommes, tous les pères, non seulement à prendre leur congé paternité, évidemment, maintenant qu'il est d'un mois en plus, il faut en profiter, mais de s'investir au quotidien et donc de se battre avec leur propre boulot et leur propre agenda pour passer du temps, même dans les tâches, et pas juste jouer aux cartes et jouer au cube avec les enfants, mais de faire les tâches qui sont considérées plus agréables. Parce qu'en fait, ça enrichit vachement. Ce parenthèse, je vois que tu veux réagir, Valérie, mais ce congé paternité, c'est aussi une très bonne chose pour les femmes. Ah ben, bien sûr, ça deux. C'est clair. Je fais une petite digression, je reviens à ton équipe de ce fait-là, et puis tu me tentes avec le sujet des femmes. C'est quoi la proportion d'hommes et de femmes dans les équipes? C'est plutôt en fin de compte des hommes autour de toi? Oui, on doit avoir 3/4, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est à peu près 3/4 d'hommes. J'imagine que le sujet se jouait il y a 20 ans, 30 ans. Oui, alors Ouais. on est 3/4 Dans les écoles d'ingénieurs. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'X, il y avait 10% de femmes. Bon, c'est pas beaucoup. Déjà en classe prépa, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc c'est vrai que le monde de l'ingénieur, dans le numérique, mais dans le spatial aussi, est très très masculin. Donc on fait des efforts pour ça, mais sur un poste, on a souvent c'est ce ratio-là de candidature au moins. Et donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais j'ai pas beaucoup de solutions aujourd'hui. Ouais. Pour rester dans le perso, alors je pense que tu as en partie répondu, mais tu pourras peut-être compléter. J'espère qu'il m'en voudra pas. J'arrive avec sa question un peu tard. Tu pourras nous dire qui te pose cette question. Vous avez un message. Salut Alex. Comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as une femme, des enfants. Et donc je voulais savoir comment tu fais pour trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Ouais, donc c'est Grégory, un bon copain de promo. Par ailleurs, a fondé une boîte de jeux vidéo éducatifs qui s'appelle PowerZ. Très très bien, ils sont en plein développement. Et la question est pertinente parce que la réponse c'est que j'y arrive pas et que c'est extrêmement compliqué pour plein de raisons de rôle de genre qu'on reproduit en fait, qu'on n'a même pas conscience en fait. Ce que je disais tout à l'heure par défaut, quand il faut aller chercher le petit à la crèche parce qu'il est malade à 17h, le papa et la maman s'appellent, puis le papa va dire je peux pas, j'ai une réunion. Et la mère de dire ok, j'y vais. Alors que les deux avaient les mêmes réunions, mais juste ces rôles qui sont complètement intégrés font que ça se passe comme ça. Et donc au final, on se retrouve toujours avec les mecs, les hommes, donc m'a compris, quand bien même j'essaye de contrer ça, mais qui se retrouvent avec des boulots qui prennent le plus de temps, enfin en tout cas qui prennent plus de temps au boulot, et il y a cette attente-là sociale aussi, donc du coup c'est dur de lutter contre. Et voilà. Et donc tout ça pour dire que j'y arrive de mieux en mieux, mais c'est un combat quotidien. Et justement, on a une question de ta femme. Vous avez un message. Mais je te rassure, c'est pas sur ce sujet. Salut Alex, j'espère que tout va bien jusque-là dans l'interview. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de te poser des tas de questions à la maison, mais voilà, pour cette interview, je voulais te demander à quelle échelle, comment, à quel niveau tu pensais que tu pouvais faire une différence en tant que CEO de Kineis. Voilà. Et bonne chance. Bonne chance. Du coup, elle est allée sur le pro. Ouais, tout à fait. Et non, c'est une bonne remarque. Et c'est vrai qu'on en discute régulièrement à la maison parce que je parlais du perso juste avant et de l'équilibre pro-perso et de se dire, quand j'étais à Bercy ou même dans d'autres environnements, on se dit, on a un chef, on a une hiérarchie, donc je peux pas faire complètement ce que je veux, je peux pas partir avant telle heure. Alors je pourrais, mais c'est compliqué. Ça va me faire mal voir, etc. Et quand t'es patron, c'est la même chose. Et quand t'es patron, tu dis maintenant c'est bon. En plus j'ai des actionnaires plutôt de long terme. Ils m'appellent pas toutes les semaines pour contrôler mon résultat net, etc. Et donc j'ai quand même une forme de liberté assez grande. Et malgré tout, je me rends compte que c'est pas du tout trivial. Et alors ils ont plus l'âge de la crèche, mais quand même quand il y a un sujet avec un souci avec une des filles, elle est aussi loin de moi que de la maison depuis son boulot. Et quand on s'en parle, il y a des c'est moins maintenant, mais quand même il y a des réflexes de c'est plutôt toi qui vas y aller, quoi. Et c'est plutôt la femme qui va y aller. Et donc c'est une bonne question. Donc je pense qu'on peut faire une différence, mais en fait elle est au moins autant liée à la position et à la liberté qu'on a dans l'action que à des structures et des schémas sociaux qu'il faut déconstruire de manière
continue. Je vous encourage. J'ai plein de lectures et plein de podcasts à faire écouter sur ce sujet. Si tu en as conseillé Eh ben, je conseille. Alors, il y a une nouvelle série de podcasts depuis, ça fait quelques années maintenant, qui s'appelle Binge Audio, qui sont super, que j'ai connu par ailleurs. Et notamment, il y a un podcast qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Les couilles sur la table, d'une certaine Victoire Tuaillon, qui est vraiment excellent. Carrément, exactement. Et qui, je ne sais plus combien d'épisodes maintenant, des dizaines, et qui déconstruit un petit peu ces rapports de masculinité. Voilà. Et vraiment, parfois, ça fait un peu mal à entendre quand on est un mec, mais c'est très bien, justement. Je pense qu'il faut ça, pour se rendre compte un peu dans la réalité. Exactement. Alors, comme on est dans le partage de podcasts et parce qu'on est sur Vivatech et aussi parce que c'est de l'auto-promo, mais ça pourrait intéresser tes filles, on a monté un podcast qui s'appelle Philosophie, où on interroge des 7-18 ans sur leur rapport au digital, leurs usages du numérique. Et contre toute attente, ça balaye énormément d'idées reçues qu'on peut aussi avoir en tant que parents, tout en des fois leur permettant de prendre un peu de hauteur sur ces fameux réflexes qu'ils peuvent avoir. Donc super intéressant et pour les ados enfants et pour leurs parents. Alors voilà pour l'autopromo. Et du coup, alors presque sans transition, mais toujours un mélange de pro perso. Tu vois, on est vraiment allé balayer ton répertoire. Vous avez un message. Tu as vécu l'aventure entrepreneuriale dans la Silicon Valley par le passé. Tu as travaillé en cabinet ministériel. Que ramènes-tu à Toulouse de ces expériences passées et en quoi tu en tires des enseignements dans ta gestion aujourd'hui au quotidien d'une start-up du New Space? Ok, bonne question. C'est Rémi, Rémi Ferrier. Rémi Ferrier, tout à fait, notre directeur produit, avec qui je travaille depuis pas mal d'années maintenant, 3 ans sur les 4 de Kineis. La Silicon Valley, c'était hyper instructif. Pour le coup, c'était vraiment une start-up en mode garage. On était 3, on travaillait dans le salon et effectivement, j'ai vissé des trucs et soudé des trucs dans un garage aussi. Et j'en garde là-bas. Alors de là-bas, vraiment Vraiment un garage ou c'est pour le storytelling? Ah non, c'est comme Hewlett Packard. On travaillait dans le salon, mais j'ai vissé, j'ai soudé des trucs et la petite lumière dans son garage, effectivement. Parce que du coup, en fait, c'est super pratique parce que on faisait des petits ordinateurs et à un moment, quand il faut les sortir, c'est bien qu'ils soient déjà prêts à sortir. Donc le garage, c'est un bon endroit pour ça. Bref, et donc je garde de là-bas vraiment un rapport au pragmatisme, mais je veux dire à la nécessité opérationnelle assez fort. Et parce que dans les ministères, on apprend à faire ça aussi, mais en mode super process, donc plutôt en mode grand groupe, parce que c'est un peu la trajectoire classique. Et donc, on met en place des process, des tableaux, etc. Là, c'est quand même un peu la bricole, ce qui est un truc que j'adore moi par ailleurs. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Et me dire, là, ça marche pas, il faut faire un fixe, hardware, software. Et parfois, hardware, c'est quand même plus compliqué. Et on y va, on trouve un truc. On a un copain qui vend ceci, cela, on le détourne, on le découpe, machin, on le colle et on visse. Et voilà. Et cette capacité à se dire, ok, j'ai pas besoin d'aller embaucher un consultant, puis faire un appel d'offres, puis pour faire quelque chose, et ça va me prendre 6 mois, et en fait, je peux peut-être faire le truc pour 10 fois moins cher en 2 semaines. Et il faut le faire pour en être convaincu, surtout avec le parcours qu'on a, que moi j'ai, et lui d'ailleurs, parce qu'il a à peu près le même parcours, en termes de formation, dans ces grandes structures, quoi. Et donc tu parlais de ton passage à Bercy, ça consiste en quoi un directeur adjoint de cabinet d'une secrétaire d'État? D'ailleurs, je me rappelle juste de ça, mais je l'avais eu en interview où elle racontait cette anecdote. Tu parlais de la place des femmes tout à l'heure, où on lui avait dit donc vous êtes la nouvelle secrétaire. Et elle disait oui, tout à fait, la secrétaire d'État. Voilà, exactement, tout à fait. C'était son arrivée à Bercy. Voilà pour la parenthèse. Si elle nous écoute, bonjour Axel Lemaire. Et quelle était la question? Pardon. La question, je l'ai perdue. Si quelqu'un a suivi, je l'ai pas posée. Non, tu n'as pas posé. Tu dis quel est le job exactement d'un chef de cabinet? Si, t'as bien posé la question. Heureusement que Laurent Garret est là. Merci Laurent. Il faut des gens attentifs. Et donc ça consiste en quoi? En fait, le cabinet d'un ministre ou d'une ministre en l'occurrence, c'est de faire l'interface entre le politique et l'administration, notamment, et aussi la sphère extérieure, la sphère société civile, privée, etc. Et donc c'est une équipe restreinte, une dizaine de personnes, qui permet de transformer des souhaits politiques ou des ambitions politiques en texte de loi pour ce qu'il s'agit du gouvernement ou des décrets, etc., en action opérationnelle derrière aussi.
et dans l'autre sens, de faire remonter et de synthétiser ce qui remonte des administrations pour décision du ou de la ministre, pour faire gagner beaucoup de temps. Et puis après, on fait l'interface avec tout le monde extérieur. Donc, il y a des tas de gens qui veulent voir le ou la ministre, et c'est bien normal. Et à l'inverse, elle veut aussi voir des tas de gens. Et donc, il faut d'une part gérer son agenda, mais et donc il y a une personne qui est dédiée à plein temps pour faire ça, parce que c'est compliqué. Par ailleurs, il faut préparer tous ces rendez-vous, et puis du coup, dialoguer avec ces gens-là. Et donc, on fait l'interface, on fait à la fois les bons et les mauvais jobs, souvent les mauvais, c'est-à-dire que quand il y a une mauvaise nouvelle annoncée, c'est plutôt nous qui nous y collons, puis quand il y a une bonne nouvelle, c'est plutôt elle qui s'y colle. C'est le petit jeu. Et voilà. Et donc on fait aussi l'interface avec les autres ministères. Quand typiquement il y a un projet de loi qu'on a porté, j'ai aussi beaucoup investi au sein du gouvernement, il y a plein de sujets qui touchent d'autres ministères, il faut discuter avec eux au niveau politique. Les ministres n'ont pas le temps de faire ça, et donc c'est les cabinets qui s'en chargent, puis à la fin ils présentent une décision à Matignon. Laurent ? Oui, aujourd'hui tu es CEO de Ineis, donc opérationnel, tu es un doueur. Et si tu repartais en ministère, en cabinet, qu'est-ce que tu ferais différemment, ou est-ce que tu aurais une approche différente ? C'est une bonne question. Alors, sur les projets de loi, on ne peut pas faire beaucoup différemment que ce que la Constitution nous dit de faire. Donc, comme dans la construction de la loi, on avait déjà été un peu innovant à l'époque en faisant une consultation publique en ligne sur le projet de loi. C'était assez nouveau. Et qu'est-ce que je ferais de différemment ? En général, je pense que j'aurais cette approche effectivement plus m'autoriser à faire des trucs plus directement, plus pragmatiques. Tiens, là j'ai une idée, allez hop, j'appelle un tel de l'extérieur ou de l'administration, j'y vais, on discute et puis on met en place quelque chose. Alors, j'étais encore dans une logique très process qui est indispensable pour un projet de loi. On n'écrit pas n'importe quoi dans la loi quand même, mais malgré tout, de temps en temps, on peut se permettre de l'agilité supplémentaire. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alexandre, c'est le moment de ta carte blanche. Je crois qu'on t'avait prévenu quand même que tu aurais une carte blanche à faire sur le sujet de ton choix. Alors du coup, idéalement, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé pendant cette heure passée ensemble. Tu peux peut-être nous retrouver une dissertation de 3e en sciences naturelles dont tu étais particulièrement fier et qui aurait manqué à la postérité. Oui, alors effectivement, j'avais été prévenu. Je pense que je l'ai oublié pendant l'interview, mais là maintenant, on y est. Je pense qu'initialement, je m'étais dit, tiens, faut que je parle un peu sujet place des femmes, ça me travaille beaucoup, mais on en a déjà pas mal parlé. Ça, c'est entendu, ouais. Donc j'ai parlé d'autres choses, et notamment, alors c'est pas une dissertation de 3e, mais c'est plutôt dans les discussions du soir, des dîners de famille, et dans comment ça marche, pourquoi ça marche, et comment on change, c'est besoin de changer. Il y a un sujet que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressant intellectuellement, c'est celui de l'héritage, et qui est celui qui touche du coup à la répartition du patrimoine, etc. Dans les sujets d'inégalité, d'égalité des chances, etc., etc. C'est un sujet que je trouve un peu passé à la trappe, pour plein de raisons sans doute. Et une des mesures que j'aimerais bien voir un jour arriver dans un projet de loi, c'est, alors je vais dire un gros mot, on va dire la socialisation de l'héritage, on peut le dire différemment, c'est une nouvelle chance pour chacun en étant jeune. Dit autrement, c'est qu'est-ce qui est le plus inégal que d'être né au bon endroit et de recevoir un capital supplémentaire pour faire des choses par rapport à l'autre d'à côté qui a juste pas eu la chance d'être à cet endroit. C'est vraiment extrêmement inégal. Et donc, une manière de corriger ça, c'est de dire l'héritage, il se fait plus dans un lien de sang, mais il se socialise, c'est-à-dire qu'on le met dans une grande caisse et on divise ça en autant de nouvelles personnes qui atteignent leur majorité, par exemple, et on dit 18 ans, chacun a un petit capital qui provient donc de la production de toutes les générations passées, mais donc qui n'appartient plus à eux puisqu'ils sont morts. Et à chacun de le faire fructifier selon son bon vouloir. Et évidemment, tout est dans ce qu'il veut. Alors, je trouve c'est un sujet génial parce que c'est un peu comme évoquer la chloroquine dans un dîner de famille. Ça part tout de suite en vrille parce qu'il y a plein d'avis et c'est complètement transgenre, transclasse. Les avis sont vraiment très partagés. À la fois, évidemment, des gens qui ont plein de patrimoine vont dire non, quand même, moi j'ai quand même envie de transmettre à mes enfants. J'ai beaucoup travaillé, voilà, ce qui s'entend. Bon, ce qui s'entend, mais bon. Et ce qui s'entend aussi à l'inverse. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que des familles, des gens qui ont très peu de moyens, qui ont beaucoup lutté pendant leur vie et qui ont cumulé un tout petit capital. Et ils tiennent très très fort à le transmettre et vraiment l'idée de la mesure que ça repasse par la case État, c'est juste inentendable. Et alors que économiquement ils y auraient tout intérêt parce que leur fils, leur fille auraient un plus gros pécule.
Et voilà. Et donc c'est un sujet passionnant que j'invite à creuser. Alors ça pose plein de sujets rigolos du genre qu'est-ce qu'on fait de la maison de famille, qu'est-ce qu'on fait de ceci, là, etc. Parce qu'après il y a des sujets émotionnels. Alors et donc voilà, donc il y a plein de réponses à ça. Il commence à y avoir une toute petite littérature qui se fait sur le sujet. Et je trouve que c'est un sujet qui rebat pas mal les cartes, qui serait de bon augure. On a beaucoup parlé du revenu universel. Je pense que ça va revenir sur la table très prochainement. Cette idée d'héritage universel, toi qui as sillonné les ministères et du coup forcément les politiques. L'héritage universel, c'est un bon. Il faut trouver la bonne sémantique pour ces trucs-là. Ouais, ça te va bien ça. Ah, c'est pas mal. Mais je suis assez bon pour trouver des noms. mais du coup, c'est des choses que tu as entendues déjà sur la table ou ça sort là dans 40 nuances de Next et ça va faire peut-être son chemin 10, 20 dans 10 Non, 20 c'est ans. des choses que j'ai déjà entendu. Alors, la première fois que j'ai entendu, c'était dans la bouche de mon père, qui voilà, c'était une de ses marottes. Mais donc, je m'y suis intéressé, un peu par nécessité de converser. Mais c'est des choses qui peuvent graviter ici ou là, ouais. Alors à ce niveau-là, non, parce que, là, c'est vraiment la mesure radicale il y a zéro héritage, on met tout dans un pot commun. Mais il y a des réflexions sur le sujet de comment est-ce qu'on. Il y a toujours une question d'équilibre à trouver. Voilà. Ouais. Valérie. C'est vrai qu'en fait là on réduit un peu l'héritage à la partie c'est vrai financière et tout à l'heure en fait tu disais quelque chose que je trouvais important, hein. Tu parlais de l'éducation, du social. Moi je crois aussi beaucoup à cet héritage là. C'est central. Et je pense que quelque part c'est sûrement une des clés supplémentaires, peut-être la première en fait. Oui, tout à fait. Et là pour le coup c'est difficile de l'universaliser, mais complètement. Bourdieu et tout ça. La reproduction sociale elle est réelle quoi. Donc oui, non, ça c'est central et ça c'est difficile de le corriger. Mais je pense que du coup, si on commence par faire ce qu'on peut sur ce sur quoi on a accès, peut-être que ça va aussi tirer un peu des choses. Alors, à notre échelle, forcément, dans 40 nuances de Next, on cherche à changer la reproduction sociale du Next 40. Pas que des hommes blancs HEC et il y a rien de mal à ça. Mais on tenait à féminiser à notre manière ce beau palmarès du Next 40, avec quand même quelques entrées de femmes entrepreneurs. C'est un peu plus nombreux cette année. On imagine que ce sera, on l'espère, le cas demain, mais notre manière à nous de le féminiser, c'est de donner la parole à des femmes entrepreneurs choisies par les entrepreneurs du Next 40. Je te propose, après ce jingle, de nous dire qui tu as choisi, pourquoi, peut-être ce qu'elle fait, et puis bon, j'aurai d'autres questions. Et donc j'y vais. Et donc j'ai choisi une femme qui s'appelle Alice Barbe, qui est la cofondatrice et CEO de Singa, qui est une boîte qui a été créée il y a pas mal d'années maintenant, parce que je l'ai rencontrée à l'époque justement au cabinet d'Axel Lemaire. Donc pour le coup, elle l'a vu elle, et j'avais préparé l'entretien. Et donc elle travaille sur le numérique comme outil d'inclusion, et notamment pour typiquement aider les réfugiés à avoir un téléphone le plus rapidement possible et de pouvoir se connecter un peu au monde en général. Et je crois qu'il a été là il y a 2 ans sur Vivatech. Ouais, c'est possible. Ouais. Et pas juste par souci de numériser ces gens-là, mais juste parce que eux sont en demande. Ils disent non mais évidemment qu'il va me falloir un toit et un métier. Mais en fait pour faire ça, le premier truc dont j'ai besoin, c'est un moyen de communication. Et c'est un moyen de rester, de m'insérer dans le monde numérique qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et effectivement, chercher un boulot et un toit sans outils numériques, c'est très compliqué. Quelle question t'aimerais qu'on lui pose en ton nom? Ce sera Solène Etienne, notre associé, qui lui posera. J'avais pas réfléchi à ça. On te garde des surprises. Ah, c'est bien. Et je comble pour te laisser le temps de réfléchir. Une question assez directe, qui est comment est-ce qu'on combine un objectif aussi social, j'ai envie de dire, avec peut-être des impératifs business qui vont venir la rattraper un beau matin. Et si on veut que ça dure, effectivement, il y a forcément un sujet de modèle. Un grand merci à toi. Merci Alexandre. Tisserand était avec nous pour son 40 nuances de Next. Je rappelle le nom de ta boîte, Kineis, qui nous a emmenés ici, à Vivatech, dans les étoiles. Encore merci. Merci aussi à nos 2 compères chroniqueurs, co-animateurs, co-hosts du jour, Valérie Spiès et Laurent Garret. Merci à vous 2. Merci à toi. Merci beaucoup. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.